et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Nous allons donc voir les livres que j'ai lus au mois de mai. Et cela nous permettra également de faire le bilan de deux challenges, donc d'une part bien évidemment celui du mois de la fantaisie qui avait lieu au mois de mai et organisé par Steph de Piketty, mais également et surtout en réalité de faire le bilan du Tarot Books Challenge organisé par Livromancienne qui avait lieu au mois d'avril et de mai, donc c'est parti, on y va. Il faut dire aussi que ce mois de mai était un peu sous le signe du loup, puisque vous allez voir sur les 4 livres que j'ai lus, il y en a 3 avec des loups, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'également je participe à un challenge annuel qui consiste à vider sa palle avec des thématiques par mois, et la thématique du mois de mai c'était loup-garou. Donc sans surprise, le premier livre que je vais vous présenter parle de loup-garou, il s'agit de Lycanthropia de Yann Bonnard, que j'avais dans ma pile à lire depuis fort longtemps, donc ma pile à lire Kindle du coup, et on est ici dans un monde de loups-garous. En fait, à la différence d'une autre, quand on lit de la bitlite où il y a quelques loups-garous qui se baladent et dont il faut se méfier, là il faut aussi se méfier des loups-garous, sauf qu'en fait c'est eux qui peuplent la planète sur laquelle se trouvent nos héros, et plus précisément notre héroïne, dont j'ai, je suis désolée, oublié le nom, mais voilà. Ce roman m'a plu de manière assez mitigée. Pourquoi? Alors on va partir du négatif plus ou moins, c'est parce que ça m'avait l'air trop jeunesse. Pour moi ça faisait vraiment trop young adulte, voire jeunesse parfois dans certains aspects, et du coup j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. J'ai eu un petit peu de mal aussi avec la thématique de l'héroïne qui est l'élu sans vraiment le savoir, qui a des pouvoirs mais qui ne le sait pas, un petit peu à la Harry Potter. C'est peut-être aussi ça qui fait que c'est du jeunesse, parce que la thématique de l'élu, on le voit souvent dans ce genre de littérature. Mais on est quand même sur un monde bien sombre, avec des choses très sanglantes parfois, et oui, ça m'a plu. C'est un roman également où il y a beaucoup d'action. Franchement, on n'arrête pas, de chapitre en chapitre, à chaque fois il y a de l'action, donc ça tient vraiment en haleine le lectorat, et ça c'est plutôt un bon point évidemment. La fin est assez étrange, je dois dire. Je sais pas si je la trouve bien ou pas à mon goût, franchement je sais pas trop, c'est pour ça que je termine par ça. En même temps c'est logique de terminer par la fin. Mais du coup, comme c'est un tome 1, donc l'éclaireuse, titre que l'on comprend quasiment à la fin également, je sais pas si je vais lire la suite. Parce que bon, ça peut se lire tout seul, mais comme je vous dis, la fin est étrange, donc est-ce que je vais lire la suite pour connaître la suite, ce qui se passe après, ou pas, j'en sais rien. Je dois dire aussi que je ne m'y attendais pas, mais c'est un livre de science-fiction, puisque je vous disais tout à l'heure, on est sur une autre planète, mais moi, quand on me dit planète peuplée de loups-garous, j'ai de suite pensé à de la fantaisie en réalité. Mais non, parce que la Terre existe, et que les héros sont les descendants de terriens, donc d'êtres humains comme vous et moi, qui sont venus un jour coloniser cette planète suite à des problèmes climatiques et compagnie qu'il pouvait y avoir sur Terre. Donc on est dans une SF, mais ça se sent pas trop, et ça je dois dire que ça me plaît plus, parce que la SF c'est assez difficile pour moi parfois. Et dernier point, il y a quand même aussi un soupçon de magie, de mystique dans ce roman, qui ça m'a plu beaucoup parce qu'il a un rapport avec les arbres, ou plutôt avec certains arbres. Donc voilà. Ah oui, et point positif également, c'est un petit peu dans le désordre, mais bon, c'est pas grave, c'est que les loups-garous, il n'y en a pas juste un, enfin je veux dire, c'est pas juste une seule forme de loup-garou, il y a 3 formes différentes, et ça rend le mythe du loup-garou beaucoup plus intéressant. Donc ce que nous propose Yann Bonnard ici, c'est une revisite de ce mythe en 3 facettes, on va dire, et ça vaut le coup, franchement. Et donc pour ces raisons, pour cet avis à peu près mitigé, mais quand même où j'ai trouvé du bon dans cette lecture, et puis de toute manière avec des loups-garous, il y a quand même un bon potentiel pour moi, et j'ai mis à ce livre la note de 14,5 sur 20. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre. C'était mon objectif de lire un livre dans la journée au bord du spa, tranquille, parce que enfin je pouvais en profiter, sauf que à peine je me suis trempée, quand je suis sortie, le soleil a commencé à décliner, il a fait froid, mais je me suis dit, Steffi, tu t'es donné un objectif, tu le fais. Et donc de quel livre il s'agissait? Il s'agissait de L'Éden des sorcières, le tome 3 de Yumeji,
Et comment vous dire, j'ai adoré ma lecture. On est ici toujours dans le monde de l'Éden des sorcières avec notre petite sorcière Pili qui est pas très très douée mais qui quand même au fil des tomes un petit peu progresse, hein, mine de rien, dans sa magie des plantes. Donc oui, pour rappel, on est ici dans un monde où les plantes ont quasiment disparu et où seules les sorcières peuvent communiquer avec, et donc les sorcières sont recherchées, traquées, tuées. Allez savoir pourquoi en fait, pourquoi récupérer les plantes qu'on a détruites et qu'elles sont les seules à pouvoir faire vivre. Non, voilà. Et donc c'est un monde bien évidemment très intéressant. Intéressant aussi parce qu'il y a un loup qui est plus ou moins l'animal de l'héroïne, mais pas trop parce qu'il a son caractère, qu'à la base il n'était pas pour elle, mais que il fait avec. Et donc ici, elle se retrouve emprisonnée par cette sorcière, qui est un personnage que j'ai tout bonnement adoré, parce qu'il est très très ambivalent. On le voit ici, on se dit c'est la méchante. Et puis d'abord quand on la rencontre on se dit bah non en fait elle est gentille, mais on sent bien qu'il y a des petits trucs, elle se marre alors qu'elle devrait pas, enfin elle a des petits rires, voilà. Et puis on découvre qu'en fait elle est dans le camp opposé, mais elle aime quand même Pili. Et alors voilà, on est vraiment entre la sorcière méchante et la mère aimante, celle qui a besoin de faire valoir une maternité et de protéger un enfant, qu'il soit le sien ou pas, mais comme si c'était le sien. Et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré encore une fois bien évidemment les dessins, parce que même si on est sur du noir et blanc, l'histoire est tellement prenante, les dessins sont tellement là pour vous prendre dans l'histoire eux aussi, que on ne peut que les aimer. Le seul petit moins qui m'a fait baisser ma note, c'est que le prologue était beaucoup trop court. À chaque fois dans cette saga, vous avez un prologue qui est en couleur. Et moi, la petite chose qui me rebute chez les mangas, c'est l'aspect noir et blanc, mais passé cette problématique, on va dire, j'arrive à me mettre dedans, et je viens de vous le dire, les dessins font en sorte que l'on se sente bien, que l'on se sente comment dire, addict de cette histoire-ci en tout cas. Et voilà, et le plus vraiment de ce manga, c'est que vous avez un prologue couleur. Mais le prologue couleur ici, il était beaucoup trop court, j'en aurais voulu tellement plus. Mais en même temps, il est tellement bien, il est tellement propre à ce roman que voilà, c'était parfait. On a beaucoup d'action dans ce roman. Je vous ai parlé aussi des sentiments de mère et de maternité. Donc voilà, on a pas mal de choses dans ce tome, ce qui fait que je lui ai mis la note de 19,5 sur 20. Oui, j'ai pas pu me résoudre à mettre 20 à cause de ce prologue trop court, mais franchement, lisez cette saga, c'est génial. Le troisième livre que j'ai lu était également un papier, c'était L'épée de vérité, le tome 12 de Terry Godkin, La machine à présage. Alors en fait ici on se trouve dans un troisième et dernier acte arc narratif, ça y est j'ai trouvé, de la saga qui compte 15 tomes, je vais y arriver. Et que vous dire sinon que ce tome m'a un petit peu déçue quand même, au sens où il y a énormément de dialogues. Et moi si j'aime cette saga, c'est que certes il y a des dialogues qui permettent la réflexion sur notre monde de manière générale alors que c'est de la fantasy, mais qui font avancer l'histoire, etc. Ce que j'aime dans cette saga, ce sont ses personnages, c'est l'action qu'il y a normalement tout au long du récit. Vous avez des passages narratifs qui sont pas du tout rébarbatifs, chose que je craignais au début de la saga, mais force est de constater que dans celui-ci, vous avez presque les 2 tiers, si ce n'est les 3 quarts du roman, qui sont uniquement basés sur des dialogues par rapport à cette machine à présage, par rapport aux prophéties, puisque ce tome-ci, il va parler des prophéties. Donc pour rappel, nos héros Richard et Callan sont pas maîtres du monde, mais presque, puisqu'ils sont des bons, gentils maîtres, hein, voilà. Ils ont vaincu l'empereur Jagang, qui était un peu un empereur de l'obscurantisme, on va dire. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que les prophéties arrivent par... j'allais dire par centaines de milliers, mais non pas tant, mais ce que je veux dire c'est que dans ce monde-là, les prophéties sont extrêmement rares, elles sont dites seulement par des prophètes, et il y en a très peu. Là, à l'heure actuelle, a priori, il ne reste plus qu'un seul prophète.
qui est un ancêtre de Nathan, qui est un ancêtre de Richard et qui s'appelle Nathan. Mais voilà. Et donc Richard, lui, il déteste les prophéties parce qu'à chaque fois elles veulent lui faire des trucs, mais il trouve toujours un autre moyen de résoudre la prophétie et de résoudre le problème qu'elle lui mettait face à lui. Pour lui, c'est vraiment que des embûches qu'il doit absolument éviter. Et donc dans ce tome-ci, il se retrouve face à l'ennemi qu'il a voulu toujours éviter, à savoir les prophéties. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est écrit pour être écrit, c'est du dialogue sur dialogue, et ça m'a un petit peu énervée, je dois dire. Mais j'aime toujours autant les personnages, ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Ce sont des personnages que j'adore et que j'aime suivre, c'est pourquoi j'ai lu ce tome 6 et pourquoi je lirai la suite. En même temps, je suis au tome 12 que je viens de finir, donc il me reste 13, 14, 15, 3 tomes. Ça va, je pense que ça va le faire, je vais les lire. D'autant plus que dans ce tome-ci, on voit l'émergence d'un nouveau méchant. Parce que oui, les prophéties ne sont qu'un moyen utilisé par le méchant. Et donc le nouveau méchant qui apparaît ici. Je dois dire qu'il m'intrigue. J'ai lu des commentaires sur Livre Addict et compagnie qui disent qu'il a l'air un peu fade, un peu bof. Mais moi, je lui trouve du potentiel, donc j'ai envie d'en savoir plus. Il y a également dans le dernier tiers ou quart, je sais pas trop, du roman, de l'action, vraiment beaucoup d'action, ça se bouscule. Autant le début, je vous dis, c'est que du dialogue, autant sur la fin, on est sur beaucoup d'action. D'un coup, il se passe plein de trucs, et ça c'est génial parce que c'est ce que j'aime dans cette saga. Le seul hic, bah oui, on est vraiment là aussi sur un avis très mitigé, c'est la fin, où tout se bouscule vraiment. Je vous dis, il y a beaucoup d'action sur la fin, mais là, c'est vraiment d'un coup, le problème de ce roman est résolu, mais genre en quelques pages, en un chapitre. Et les chapitres sont extrêmement courts, ce qui change d'ailleurs d'habitude, je crois. Donc voilà, c'est un avis très mitigé pour celui-ci aussi, mais quand même, parce que j'adore les personnages, parce que j'aime les retrouver, parce que j'aime lire leurs aventures, j'ai mis à cet opus la note de 15,5 sur 20. J'ai peut-être été un petit peu trop gentille, mais voilà, c'est Richard, Callan et je les aime. Le dernier livre que j'ai lu en ce mois de mai, c'était Le Cri du Loup de Patricia Briggs, qui est le tome 1 de sa saga Alpha et Omega, qui est une saga spin-off de Mercy Thompson, dont j'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps, mais bon. Voilà, j'avais pas poursuivi, et puis un jour j'étais tombée sur celui-ci, je m'étais dit allons-y, et je l'avais pris, et donc puisque c'est du loup-garou, je l'ai lu au mois de mai. Pour ce qui est de l'histoire, on a Anna qui est une Oméga et qui est recueillie par une autre meute qui est fourmi d'alpha, presque, qui est la meute de ce qu'ils appellent le Maroc, qui est l'alpha au-dessus des alphas, le chef des alphas d'Amérique du Nord. Donc c'est juste le loup le plus puissant qui existe. Et donc elle est recueillie par son fils qui en fait sa compagne. Donc dès le début, en fait, on a une histoire entre les deux, sauf que cette histoire ne se concrétise pas. Mais c'est pas comme dans un autre livre que j'avais lu, il n'y a pas de tension sexuelle ou autre entre eux. Ils cohabitent, ils s'apprécient parce que leurs loups se sont reconnus et s'apprécient, mais ça s'arrête là. Ce qui fait que dans cette histoire, vous avez un slow burn, alors que dès le début, on vous dit que c'est sa compagne, que c'est son compagnon. Et vraiment, je trouve ça très bien fait pour le coup par l'autrice, parce que ça marche en parallèle, mais ça marche très bien. Parce qu'on a la différenciation entre le loup et l'homme, entre la louve et l'humaine, et qui pourtant sont en symbiose à un moment donné et à plein de moments finalement. Donc voilà, comment se dire, l'alchimie entre les personnages fonctionne très bien entre ces deux-là, mais également entre tous les personnages qui gravitent autour du couple et plus précisément autour d'Anna. Ce que j'ai apprécié, c'est également que l'histoire, l'intrigue plutôt, se développe petit à petit et on ne s'y attend pas, on sait pas où on va. Ça peut être perturbant au début, mais franchement ça vaut le coup parce qu'on la voit finalement. Quand on repense au livre, on voit les petits cailloux que l'autrice a laissés, les petits indices qu'elle a laissés pour nous montrer que oui, l'intrigue avait déjà pris racine. Donc ça c'est vraiment top.
Le seul petit bémol, on va dire, c'est selon moi la façon dont l'autrice revisite l'oméga, parce que bon, dans une meute de loups, vous avez alpha, bêta, oméga, machin, tout ça, et l'oméga, normalement, c'est celui sur lequel tout le monde va se défouler pour que la meute vive bien. En gros, c'est ça. Et c'est ce que vit notre Anna dans sa première meute, celle dont elle est arrachée, dont elle est sauvée, parce que vraiment, on la traite comme un morceau de viande, hein. Donc c'est une femme, je vous laisse imaginer ce qu'on lui fait ou ce qu'on fait faire aux autres, c'est-à-dire que l'alpha de son ancienne meute oblige les autres à se comporter comme ça avec elle, donc elle est traumatisée, hein, c'est le cas de le dire, mais étant donné qu'elle est aussi louve, ben, elle le supporte comme un oméga d'une meute en fait, hein, devrait ou doit certainement le supporter. Sauf que ici, cette oméga, elle a des particularités parce qu'elle a aussi un certain don en fait, qui rejoint, c'est vrai, finalement, de liaison. Elle unifie la meute, mais voilà, à la façon de la nature, et c'est vrai que c'est un peu brutal quand même de se faire tabasser tous les 15 jours à peu près pour dire tout va bien dans la meute, et pour voilà, un peu relâcher la violence que l'on ressent. C'est vrai que c'est un peu brutal pour nous autres humains, mais voilà, donc il y a quelque chose de l'oméga qui existe, mais il y a un plus, et au début ça m'a dérangé, et puis finalement, étant donné que en plus ça sert vraiment l'histoire, mais alors vraiment, je n'ai plus qu'accepter cette revisite de l'oméga. Donc je vous ai dit qu'il s'agissait d'une romance en slow burn, mais c'est une romance avec des loups-garous, et donc il y a beaucoup d'action là-dedans. Je vous parle de cette intrigue qui vient petit à petit et qui amène à chaque fois son lot d'action et son lot de personnages qui sont tous vraiment explosifs les uns et les autres. Donc ce qui fait que j'ai passé un excellent moment de lecture et que j'ai mis à ce livre la note de 16/20. Finalement je me dis cette fois que j'ai été peut-être un peu radine en termes de points, mais ouais, ce petit truc qu'elle a fait avec les omégas, ça me dérange un peu, mais bon, et puis il y a des personnages qui étaient un peu moindres, peut-être trop forcés sur les traits, mais j'essaye de me justifier alors que 16 est une excellente note, enfin une très bonne note, donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je ne peux que vous le recommander. C'est un tome 1, mais selon moi, on peut le lire de manière tout à fait comme un one shot quoi, parce que franchement il commence et il se finit, vous avez une histoire complète, on n'a pas besoin de lire la suite si on n'en veut pas, si on veut savoir comment les relations entre les personnages vont s'améliorer ou se détériorer, on est invité bien évidemment à lire la suite, mais voilà, je m'arrête. Passons maintenant au bilan, ou plutôt au double bilan, donc ou au triple, hein, puisque niveau loup-garou cette fois-ci on est bon, j'ai lu 2 livres, j'ai sorti 2 livres Kindle de ma palle, parce que en plus c'est les livres qui sortent le moins facilement parce que je les vois pas, donc ça c'est parfait. Bilan mois de la fantasy, ben écoutez, j'ai lu 3 livres sur les 8 que je m'étais mis, parce qu'on peut pas vraiment dire que j'ai lu de l'urban fantasy, hein, je bite lit. Ouais si, étant donné que ça mord, j'aurais pu rentrer Le Cri du Loup dans de la bite lit fantasy, mais bon bref. Voilà, on va dire que j'ai lu seulement 3 livres sur 8. Mais je me souviens aussi qu'à la base, ce challenge, il est fait pour lire de la fantasy pendant tout un mois. Et ben force est de constater que c'est ce que j'ai fait, puisque tous les livres étaient issus du genre de la fantasy. Donc moi je pense que j'ai réussi le challenge. Quant au Tarot Books Challenge, là je dois dire que j'ai un petit peu triché pour le réussir, puisque donc cette année Aurélie, livromancienne, nous proposait de mettre sur le trône soit le soleil, soit la mort, soit le pendu, qui sont 3 arcanes majeurs, et à ces 3 arcanes majeurs étaient associés d'autres arcanes majeurs qui faisaient que plus on lisait ce genre de livre, plus on faisait monter sur le trône notre favori. Donc moi mon favori c'était la mort, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu Alpha et Oméga, le dernier livre que je vous ai présenté. Mais si je regarde, en fait, j'ai lu un livre qui allait avec le pendu, 3 livres qui allaient avec le soleil et 3 livres qui allaient avec la mort. Mais no panique les gars, pas de panique. Il y avait des jokers, donc vous aviez la roue de la fortune, ça remplaçait une arcane majeure et il fallait un livre choisi par un tiers. Bon, personne ne m'a choisi le livre, donc voilà. Vous aviez le jugement, ça changeait le symbole d'un arcane sans le retirer du tirage, c'est-à-dire que moi j'avais fait un tirage et que vous prenez le jugement et vous vous dites moi je veux plus qu'il soutienne, je sais pas, le soleil, je veux qu'il soutienne la mort du coup. Et donc voilà. Et enfin le monde
qui remplaçait un arcane majeur, il fallait juste lire un livre. Donc autant vous dire que pour pouvoir valider ce challenge, j'ai utilisé le joker du jugement et j'ai transformé, quel bouquin? Attendez, voilà. J'ai pris la machine à présage qui soutenait théoriquement le soleil et d'après le jugement il vient soutenir la mort parce que après tout c'est vrai qu'il est question de prophétie et que c'est un petit peu la mort qui semble atteindre Richard du début à la fin de ce tome, ou plutôt même Callan d'ailleurs, donc pour moi ça match. Encore une fois, j'ai adoré faire ces challenges et plus particulièrement le Tarot Books Challenge d'Aurélie parce que elle a renouvelé son truc différemment et ça m'a fait super plaisir d'y participer. Le fait de tirer les cartes, d'utiliser mon tarot, tout ça c'est génial. Le mois de la fantasy c'est toujours aussi bien puisque je lis bien évidemment majoritairement de la fantasy. Et puis le challenge Vite Tapal, celui-là il est juste génial. Mais si vous me suivez également sur Insta, ce que je vous invite à faire, vous aurez pu voir qu'il y a quelques nouveaux livres qui sont arrivés dans ma palle. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces lectures que j'ai faites, si vous voulez des chroniques un petit peu plus détaillées que ces avis que je viens de vous donner, je vous invite à vous rendre sur mon site steffiwolf.fr. Donc à chaque fois vous avez les chroniques détaillées avec mon avis en bref, mais aussi un petit peu plus sur les personnages, sur la plume de l'auteur, etc. Donc voilà, qui justifie cette note que je vous présente en vidéo. Tout se passe ici, également bien sûr mon côté autrice, mais c'est pas le moment d'en parler, on en parlera très bientôt, croyez-moi, si vous n'avez pas encore vu Insta, encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aussi vous avez participé à des challenges, si les challenges c'est votre truc ou pas du tout, si vous voulez qu'on parle livre, ça se passe dans les commentaires. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que la vidéo vous a plu, que vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, blablabla. On y est, c'est bon, je vous laisse maintenant naviguer sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!